Rebecca Thyssen, Coalition Climat belge, membre du réseau Action Climat Europe. Il y a beaucoup de solutions pour financer les Green Deal. Qu'en pensez-vous? M'avoir invité. J'étais donc censée parler de la Banque du Climat, mais Pierre m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Du coup, je vais apporter certaines autres dimensions qui, pour moi, n'ont pas encore été abordées dans la question du financement de la transition et de l'aspect plus global, peut-être, de la crise climatique. Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler, Wendell vient de le mentionner, mais c'est important de dire que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. C'est le slide, oui. Donc voilà, ça c'est un slide assez simple qui nous montre en fait que ce qui est en train d'être fait et ce qui a été décidé à Paris, donc en 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, est clairement insuffisant par rapport aux objectifs de température qu'on doit atteindre, donc ils sont la limite de 2 degrés et idéalement 1,5 degré. Donc vous voyez que ce qu'annoncent les politiques, c'est un gap. Mais alors, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, actuellement, nous mène vers une trajectoire d'un monde à minimum plus 3 degrés Celsius. Or, 3 degrés Celsius, c'est tout simplement une catastrophe. Je vais y revenir. Slide suivant. Donc, les scientifiques et la science est pourtant très très claire. Je pense que les jeunes qui, maintenant depuis plus d'1 an et demi, descendent dans la rue, l'ont mieux compris que beaucoup de politiciens. Les chiffres sont là, les données sont là, les trajectoires sont claires. Et s'il y a bien un rapport, je pense, qui mérite d'être mentionné aujourd'hui, c'est celui qui a fêté en fait ces 1 an, le rapport sur le réchauffement planétaire à plus 1,5 degré. Qui dit en fait très clairement que ce qu'il faut faire pour respecter cette limite de réchauffement planétaire, c'est réduire nos émissions mondiales de moins 45% pour 2030 et atteindre absolument une société décarbonée pour 2050. Ces deux deadlines sont à notre porte et elles sont déjà demain. Donc comme Wendell l'a dit, il faut absolument agir et aujourd'hui, pas attendre. Pardon, j'avais juste encore une. Il y a également quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la limite de température de 1,5 degré et celle de 2 degrés. Ce n'est pas juste une convenance diplomatique, il y a vraiment un gap énorme dans les conséquences que la planète va voir si on élève la température à 1,5, qu'on arrive à maintenir ce cap, ou qu'on part vers une trajectoire de 2 degrés. Donc je ne vous mentionne même pas les 3 degrés, mais donc c'est des implications comme l'immigration, les déplacements de population, des conséquences économiques aussi, et bien sûr environnementales énormes. Les événements catastrophiques extrêmes vont aller de plus en plus violemment et aussi de plus en plus fréquemment partout sur le globe. Alors, une dimension que je pense qui n'a pas encore été vraiment abordée aujourd'hui, c'est la dimension internationale du réchauffement et particulièrement la différence entre les pays sud et les pays nord. C'est bien sûr une appellation assez générique et vu la conjoncture actuelle et l'évolution des pays émergents, ça doit être de plus en plus nuancé, mais il y a quand même une réalité du fait que les pays nord, qui sont émetteurs historiques, qui ont profité, eux, de la révolution industrielle, ont une responsabilité par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, par rapport à ces dérèglements climatiques et à cette crise climatique à laquelle on fait face. Mais parce qu'ils ont pu se développer plus vite et plus fort, ils ont également une capacité et ils ont les moyens entre leurs mains pour venir en aide, notamment aux pays sud qui, eux, payent la facture climatique de plein fouet. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'injustice climatique. D'un côté, on peut s'imaginer un grand bateau. Donc oui, le réchauffement planétaire touche l'ensemble du globe. Il n'y a pas une contrée qui est épargnée. Par contre, on peut dire que les pays développés et les pays riches sont en première classe face à ces conséquences, au contraire des pays les plus vulnérables qui, eux, se trouvent en soute, voire déjà dans des canaux de sauvetage. Par ailleurs, il est aussi important de savoir que le réchauffement climatique creuse les inégalités qui existent d'ores et déjà, que ce soit en termes de nord-sud, comme je viens de le dire, mais également en termes d'inégalités sociales. On n'est pas du tout face aux mêmes conséquences et on n'a pas la même capacité de résilience si on est aisé, voire riche, ou plutôt en situation de précarité. Pareil pour les inégalités de genre. Il est donc, face à ce constat fondamental, que l'Europe endosse son rôle de leader climatique, qu'elle prenne vraiment le rôle de moteur, notamment face à des leaders plus, climato-sceptiques à la tête, notamment des États-Unis ou du Brésil, qui ont décidé de mettre l'accord de Paris de côté et de ne pas mettre tous leurs efforts en œuvre pour limiter ce réchauffement planétaire. Il faut que l'Europe prenne ce rôle et aille vraiment plus de l'avant.
Alors, en 2 mots, donc on sait que l'inaction va coûter très très cher, mais elle coûte déjà très très cher. Simplement en 2017, ça a coûté à l'Union européenne 17 milliards d'euros. Donc, que ce soit les conséquences des différentes inondations, des feux de forêt, des sécheresses, tout ça coûte cher, mais va coûter d'autant plus cher, notamment au niveau du PIB global, si on laisse la température et les dérèglements climatiques continuer sur la trajectoire actuelle. Alors, que faire? Une grande bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que cette transition dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, cette transition juste vers une société décarbonée est en fait une opportunité énorme. C'est un défi collectif qu'on doit relever, mais il faut vraiment voir ça comme une opportunité, que ce soit au niveau de la santé, de rétablir justement ces inégalités, au niveau de l'économie ou de l'emploi. Il y a vraiment énormément de possibilités. Par contre, donc ça on l'a dit, ça va coûter très cher. Donc il y a des moyens colossaux qui doivent être mis en œuvre pour financer cette transition. Pierre a parlé tout à l'heure des fameux 1000 milliards qui sont nécessaires selon la Cour des comptes européenne. Il y a une autre chose importante quand on parle de financement de la transition, c'est que l'accord de Paris le dit, il faut que ces flux financiers soient cohérents avec un développement bas carbone. Donc ça veut dire qu'il va falloir investir massivement, mais aussi désinvestir massivement. Donc ça, Wendell vient d'en parler, je ne vais pas être plus longue, mais c'est vraiment important de savoir que l'argent existe déjà et il est investi de manière complètement absurde et contradictoire par rapport à l'objectif qu'on veut tous atteindre. Donc il y a aussi de l'argent dans les investissements actuels. Un autre point très important, bien sûr, c'est que les politiques climatiques doivent aussi être des politiques sociales. Il n'est en aucun cas possible que les politiques climatiques qu'on va devoir mettre en place pèsent sur les plus démunis. Et donc, c'est simplement 2 faces d'une même pièce qu'on ne peut pas dissocier. Nicolas Hulot l'a lui-même très bien dit, c'est la fin du monde et la fin du mois qu'on doit arriver à concilier dans un nouveau modèle politique, économique et social. Donc voilà, face à ce constat, que faire? Et donc là, j'allais vous parler également de ce que nous, au sein de la coalition climat, on supporte. Pierre l'a dit de manière très élogieuse, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais donc effectivement, pour nous, il y a 2 pans à cette solution de banque pour le climat. C'est d'une part une banque pour le climat qui dépendrait donc de la BEI, c'est fondamental. Et ce qui nous semble très intéressant dans le projet, c'est aussi la place que la société civile pourrait avoir. Souvent, les jeunes en sont également la preuve, c'est qu'on descend dans la rue, moi dans mon travail quotidien, j'essaye d'aller voir les politiques, on essaye de se faire entendre, mais au final, les grandes décisions se prennent dans des îlots fermés où il n'y a aucune transparence et aucun contrôle démocratique. Donc avoir une institution qui permet de financer la transition, mais qui inclut également, dès le début, les citoyens, les experts et les ONG, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans la démocratie qu'on veut pour demain. Et parallèlement à ça, donc le second pan de la solution est également indispensable, vu qu'il faut un budget colossal. Il faut également un fonds qui permette de mobiliser suffisamment d'argent et qui tiennent aussi compte donc de cette injustice climatique et qui aide également les pays les plus vulnérables. Il y a bien sûr encore une flopée d'autres solutions, que ce soit le prix sur le carbone, les solutions au niveau national, européen ou international. J'en ai choisi une ici parce que je pense que l'Union européenne a un levier d'action énorme et que c'est important que tous ensemble on se mobilise sur ce niveau-là, mais bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Je vais devoir vous quitter déjà maintenant parce que j'ai également un rendez-vous, mais merci pour votre écoute.